Bonjour. Alors, une petite mise au point. La dernière fois, c'est-à-dire il y a 3 semaines, je vous ai dit qu'il resterait 3 cours. En fait, il en reste 4. Je m'étais trompé. Donc, le dernier cours aura lieu le 27 mars. Donc, je vais commencer, avant d'aborder une autre œuvre épique, mais sur un autre site que Penjikent, je vais commencer par quelques remarques supplémentaires sur les cycles qu'on a commentés au cours précédent. Il faut insister sur le fait que, je vous l'ai dit, par rapport au récit du Shahnameh, des exploits de Rostam, donc ça commence ici, certains, ça ne correspond pas tout à fait, certains correspondent pas. Voilà, la prise au lasso du chevalier Avlod, elle est bien là, le combat contre le dragon, bon. Et certains sont escamotés. Et en fait, on peut constater que ceux qu'on n'a pas retenus pour la peinture, c'est ceux qui ne se prêtaient pas à des combats chevaleresques, en réalité. Bon, il y a donc le combat contre le lion, il n'y est pas. La traversée du désert, qui termine par la découverte d'une source, elle n'y est pas non plus. Hein. On les voit ici qui arrivent dans le pays des démons, mais il n'y a rien qui indique qu'on traverse un désert. Alors l'épisode de la séduction par la jeune fille qui se révèle être une sorcière, en fait, vous voyez, il est réduit à peu de choses. Hein. Il y a juste la jeune fille qui apparaît là derrière un rocher, qui fait un geste d'invitation, avec un petit angelot, là on ne le voit pas, qui tient un collier, donc évidemment c'est une scène de séduction, mais ce qui suit, la jeune fille qui se révèle dans sa nature de sorcière parce que Rostam a prononcé le nom de Dieu, ça y est pas. Donc, voilà, on a l'impression que ce qui leur a plu, c'est voilà, la capture de l'ennemi au lasso, la parade avec ses chevaliers, le combat contre le dragon, plusieurs combats à cheval, le combat contre les démons. On a retenu ce qui allait plutôt dans une ambiance guerrière et chevaleresque. Alors, maintenant, j'ai eu quelques échanges avec des collègues à propos donc de la scène que je considère qui est au-dessus de, on voit bien ici comment ça, ici et au-dessus des exploits de Rostam, et dont j'ai découvert en fait que c'est le début de l'histoire, ça appartient au début de l'histoire. Et donc on m'explique c'est que donc un ménestrel, en l'occurrence ici une ménestrelle, a convaincu le roi Kaous, qui est dans un jardin, alors on voit une fleur ici, d'envahir le pays du Mazendéran. Et les chevaliers de Kaous essaient de le convaincre de ne pas faire cette folie, ils partent à la guerre. Et donc j'avais montré que le dragon qui est juste au-dessus de la tête de la jeune ménestrelle indique en fait sa véritable nature, elle est un démon déguisé. Bien, alors on m'a objecté que dans le texte de Ferdoussi, c'est plutôt, d'abord c'est un garçon, mais ça ne veut pas dire grand-chose en poésie persane, puisque les noms ne sont pas genrés. Hein, bon, et d'autre part qu'ici, on a l'impression vraiment que c'est une petite fille. Mais en fait, pas vraiment. Sa petite taille est une indication d'un statut social inférieur par rapport aux nobles et aux rois auxquels elle s'adresse. Et comme confirmation, voilà donc dans l'autre cycle, c'est-à-dire le combat des seigneurs des anneaux contre les seigneurs des dragons, et en fait c'est le combat des Iraniens contre les Touraniens. On a là le combat singulier, hein, je vous avais dit, entre le roi des Iraniens, Khosrow, on ne le voit pas ici, mais il a une couronne, et des chevaliers ici qui n'en ont pas, qui sont des champions de l'autre camp. Et il y a cette petite figure au milieu que je n'avais pas
commenté. On voit les armes. Bon, le combat en fait, a eu plusieurs phases. Plusieurs armes ont été utilisées. Elles sont ici cassées au sol. Et voilà une figure d'un petit personnage qui tient une bannière et qui se tourne vers le vainqueur. Et en fait, bon, il y a deux interprétations possibles. C'est peut-être un valet d'armes. C'est-à-dire en fait, son travail a été de fournir les combattants en armes au fur et à mesure que les premières armes se cassaient. Ça peut être aussi un héros pas H-E-R-O-S, mais H-E-R-A-U-T, qui proclame le vainqueur à l'issue du combat singulier. Donc, ça expliquerait qu'il se tourne vers lui et qu'il lève une bannière. En tout cas, vous voyez, il est petit. Et c'est pour montrer que, c'est un guerrier, mais il n'est pas au niveau des rois et des nobles, surtout que celui-là, c'est un fils de roi, en fait. Il n'est pas au même niveau social. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'objection avec la petite taille de la ménestrelle. C'est pareil, c'est pour marquer son rang. Un bel exemple de ce qu'on appelle une mise en abîme. Vous savez ce que c'est? C'est des détails qui en fait renvoient à autre chose, à un arrière-plan, etc. Ici, il y a un très bel exemple. Vous avez donc le combat singulier dont je viens de parler, et juste à côté, cette figure d'une jeune femme harpiste, donc à nouveau une harpiste, qui est en fait une image d'image d'image. Voilà, ça représente en réalité, elle est polychrome, hein, voilà, magnifique figure. Vous voyez, elle a un chapiteau de colonne sur la tête. Donc, c'est en fait l'image d'une statue de bois colorée qui entre dans le décor architectural de la pièce. Et on a trouvé à Peljic-Kent et ailleurs des statues de bois, mais on n'a plus les couleurs puisqu'on les a retrouvées calcinées, dont d'ailleurs une danseuse, qui se rappelle cette harpiste. Et donc cette image, c'est l'image d'un détail architectural qui est lui-même l'image d'une harpiste réelle qui devait se tenir dans la pièce. Et donc on a là, à mon avis, une magnifique confirmation de ce que la récitation de ces récits, dont on sait qu'ils étaient rythmés, puisque le fragment qui nous a été transmis en sogdien a effectivement est rythmé, et partiellement rimé, ça s'accompagnait d'un accompagnement musical. Alors, soit le récitateur psalmodiait, on jouait de la musique, soit c'est peut-être le harpiste lui-même qui racontait l'histoire, mais c'est évidemment un clin d'œil. C'est pour nous rappeler aux visiteurs de la pièce que quand on raconte cette histoire, il y a de la musique. Voilà. C'est quand même assez astucieux comme inventivité iconographique. Alors, je passe maintenant à un autre cycle peint où, en fait, on retrouve un certain nombre des héros qu'on a vus sur ces peintures de Peljic-Kent. Alors, c'est à nouveau la guerre des Iraniens au pays des sorciers, le Mazanderan, mais en fait il y a eu deux guerres successives. Et ce qui est représenté à Peljic-Kent, c'est la première guerre. Et ce qui est représenté dans ce site, Shahristan, c'est la deuxième guerre. Alors, quel est ce site? C'est un site royal. Shahristan, ça veut dire en fait chef-lieu de province, ça peut être aussi capitale. C'est un site royal du royaume d'Ustrushana,
qui est un royaume qui se trouvait au nord-est de Samarcande. Et il se trouve que ce royaume d'Ustrushana a été le dernier à résister à l'islamisation, à la conquête arabe. Il a tenu en fait de manière indépendante, on peut dire jusque vers 840. Bien. Donc le nom actuel n'est pas Sharistan, c'est Kalai Karkara. Karkara, c'est un héros populaire en fait. C'est le roi qui rit. Voilà, sont des histoires des contes populaires. Le nom ancien était oublié. Mais donc, capitale du royaume d'Ustrushana, ce site qui comporte donc un palais et d'autres éléments a été fouillé il y a assez longtemps, dans les années 60-70, par un archéologue tadjik, Nouman Nigmatov. Et après quoi, l'étude des fragments a pris 30 ans. Parce que, bon, je vais vous expliquer, en fait, contrairement à Penjikent, ici, on a tout ramassé par terre. Voilà. Donc, ça a été un puzzle extrêmement complexe, dont les résultats n'ont été publiés, en fait, qu'en 2009, par le restaurateur Sokolovski, qui, alors, dans ce livre extrêmement méritoire, bon, d'abord, il n'a pas donné absolument tous les fragments, mais une équipe japonaise, en fait, a fait un relevé de tout ce qui était conservé dans les archives du musée et c'est paru au Japon, avec la totalité du matériel sorti des dessins, des photos, etc. Alors, Sokolovski a présenté un choix et surtout, il a présenté des reconstitutions. Alors, il faut savoir que, vu les circonstances dans lesquelles ça se passait, c'est à peu près sûr en bas, plus haut, parce que les fragments étaient tombés à peu près jointifs, enfin bon. Et puis plus haut, c'est beaucoup plus hypothétique. Il a rempli les trous comme il pouvait. Bon, il y a une grande part d'hypothèses. Voilà une tentative, une restitution assez un peu fantaisiste, mais enfin, c'est pas mal. Avec, donc, vous voyez les niveaux superposés. Donc, dans une grande pièce de réception, comme on a à Penjikent, avec ces banquettes sur lesquelles se tenaient les convives, et il y avait probablement une estrade en saillie, d'ailleurs on devine ici, où se tenait le récitant, éventuellement l'orchestre. Bon. Alors, ces peintures, pour ceux qui suivaient mon cours il y a 6 ans, ces peintures, ça ne va pas être complètement nouveau, parce que j'en avais déjà discuté à cette époque sur la base d'un travail commun avec Samra Zarnouch et Michael Shenkar. On publiera un jour un article. Bon, pour le moment, on n'a pas eu le temps. J'ai publié des conclusions générales, notamment dans l'annuaire du collège, donc il y a 6 ans. Et puis, depuis 6 ans, en fait, on a progressé dans l'interprétation. Alors, il faut tout de suite dire que on reconnaît 2 personnages que nous avons déjà rencontrés à Penjikent, le roi d'Iran, Keikawus, et c'est plus problématique, mais c'est extrêmement probable, Rostam. Mais ici, c'est Keikawus qui a le rôle principal. Tout simplement parce que dans la première guerre du Mazanderan, il est fait prisonnier dès le début. Et c'est Rostam qui sauve la situation. Dans la deuxième guerre du Mazanderan, c'est plus ou moins lui qui conduit les opérations, sans participer vraiment directement au combat. Mais il a un rôle plus important dans la deuxième guerre, bien qu'étant assisté par Rostam. Bien. Alors, la disposition d'ensemble, c'est classique dans la peinture sogdienne. C'est qu'il y a enfin classique. On a les récits qui se déroulent sur les murs,
Parfois en bas, on a un registre avec des, ça on va en parler beaucoup dans la suite du cours, avec des cartouches, des petits panneaux, chacun illustrant un conte. C'est pas le cas ici. C'est pas le cas ici. Le mur en face de l'entrée a en son centre, de bas en haut, l'image d'une divinité. La divinité, disons, la divinité de la famille ou la divinité de la famille particulièrement vénérée par la famille royale. Alors le voilà. Donc, vous voyez ici les scènes épiques. Je vous dis tout de suite, c'est une scène sur laquelle je ne vais pas revenir parce qu'elle n'a pas un parallèle vrai dans le Shahnameh, mais c'est une scène après une bataille. Et vous voyez, c'est une scène qui illustre l'art vétérinaire. C'est-à-dire que ces chevaux ont été, si vous regardez bien, ils ont pris des flèches dans la bataille et des personnages sont en train de les soigner. C'est une... un texte sassanide qu'a étudié Samra Zarnouch parle justement de la nécessité d'avoir des soigneurs sur les champs de bataille pour essayer de ramener les bêtes au combat. Alors, ici, donc, au mur en face, c'est une divinité sur un trône, et vous voyez, ce trône est supporté par 2 avant-corps de chevaux. Bien. C'est très probablement, c'est une divinité. On est d'accord que c'est une divinité solaire, et on peut sans doute l'appeler Mitra. Mitra étant particulièrement associé à un attelage de chevaux, ici représenté de manière schématique, parce que tous les matins, il se lève au-dessus des montagnes en conduisant un char. Voilà. Et en fait, ce char a des roues, mais qui ont fini par disparaître dans la transmission du motif. Et les roues, ils sont ici encore mais complètement transformées. Ce sont en fait des cartouches ovales occupées par des musiciens. Puisque, en général, souvent, quand on représente des dieux en Sogdiane, on représente des musiciens. Parce que musicien, ça veut dire qu'on est au ciel. Puisque le paradis, c'est la maison du chant. Donc c'est immédiatement, on fait le rapprochement. Donc c'est probablement Mitra, qui donc apparaît ici en position majeure. Alors, il y a un gros problème avec la date. J'avais les peintures de Penjiken que nous avons vues, se calent sur une période, disons à peu près un demi-siècle, entre 700 et 740. À partir de 720, la ville est occupée par une garnison arabe, mais les peintures continuent, les grandes familles ont pu revenir dans leurs maisons, ça va jusque vers 750. Pour ces peintures-là, moi j'avais pensé au départ à une date vraiment beaucoup plus tardive, vers peut-être vers 800. Bien. Pour quelle raison j'avais pensé à ça ? Eh bien, c'est que un des derniers rois d'Oustrouchana s'appelait Kaous. Il règne jusqu'en 823. C'est le premier qui s'est fait musulman. Donc, comme le héros de ce cycle de peinture est évidemment Kaous, on avait pensé qu'il pouvait y avoir un rapport. Bon. Et par ailleurs, il me semble toujours en fait, que la manière dont les démons sont représentés, c'est quand même très tibétain. Vous voyez, avec les cheveux dressés en tout rouge, les crânes dans la coiffure, ici un collier avec des petits crânes, ça rappelle énormément la divinité bouddhique tantrique Mahakala, et au Tibet, c'est des images qu'on pense être introduites seulement vers la fin du 8e siècle, depuis l'Inde. Alors,
Bon, entre-temps, il y a d'autres propositions. Bon, Michael Schenkar pense, lui, plutôt à une date plus proche de Penjiken, dans les années 740. Il a essayé de montrer que, en fait, cette manière de représenter des démons, on peut en retrouver certaines analogies à Penjiken. Bon, je ne suis pas entièrement convaincu, mais c'est possible. Pavel Lourier, lui, il dit deuxième ou troisième quart du 8e siècle, donc jusque vers 750. Alors lui, il se fonde sur les monnaies qui ont été trouvées sur le site. Alors, des monnaies, il y en a vraiment très peu. Il y en a très peu. Et il y a vraiment un gros problème, en fait, dans la chronologie de ce royaume, parce que par les textes arabes, on a les noms de 4 générations de souverains. Avant Kawus, on a un Karaburra, ça veut dire chameau noir, c'est évidemment une dynastie turque. Ensuite, on a dit Khara, dont le charisme vient du soleil. Aux dernières nouvelles, ce ne serait pas ça, ce serait un nom turc. Bon, et par ailleurs, on a des monnaies avec des noms de rois iraniens, enfin, disons, qui font référence à des dieux iraniens, ou des notions iraniennes. Mais les noms qu'on a sur les monnaies ne correspondent pas aux noms qui nous sont transmis par les textes. Alors, est-ce que ça vient avant ? C'est une question qui est vraiment ouverte. Actuellement, je dirais, de mon point de vue à moi, la chronologie se balade entre 750 et 800. Bien. Alors, que voit-on ? Au registre supérieur, si on admet que ces images en viennent, on a une espèce de présentation statique de divers personnages. On a des animaux féroces, tous féroces. Certains sont réels, certains sont fantastiques. Vous voyez le griffon ici. C'est quand même très, très reconstitué. Ici, une déesse, c'est la déesse Nana sur son trône. Et dans d'autres parties de ce registre supérieur, on a debout des chevaliers qui sont debout, ou alors qui sont en banquet. On n'a pas les guerriers démoniaques qu'on voit en bas, dans les registres inférieurs, et qui sont leurs adversaires. Alors, une espèce de... moi j'appelle ça en latin dramatis personae, c'est-à-dire les acteurs du drame. Voilà, on nous présenterait de manière statique des personnages qu'on va voir s'animer dans les niveaux inférieurs. Alors, au registre moyen et inférieur, là, on a, semble-t-il, une histoire continue. On sait où est la fin. C'est là, en bas à droite du mur nord, parce que c'est un banquet de victoire, avec le roi ici. Et le banquet de victoire, évidemment, clôt la guerre qui est représentée avant. Le début, on suppose que le début c'était là, mais bon, on n'a pas vraiment identifié le début. L'ordre de lecture, on a vu qu'à Penjiken ça peut varier. Ici, clairement, en bas c'est gauche-droite. Mais il y a des endroits, il y a des séquences où c'est droite-gauche. Ici, le mouvement va de la droite à la gauche. Mais globalement, c'est quand même gauche-droite. Au-dessus, on ne peut pas dire. Il se peut que c'était le même ordre, il se peut que c'était l'ordre inverse. Alors, point d'ancrage de l'interprétation. En divers endroits apparaît un roi. On avait au début pensé que c'était un dieu.
peut-être Mitra à nouveau, mais bon, on est d'accord maintenant que c'est un roi. On avait pensé à Mitra parce qu'il est dans un char tiré par des chevaux ailés. Mais on voit par certains épisodes on avait pensé à Mitra, mais on voit par certains épisodes que c'est un roi. Ce roi est en char. Voilà. Char tiré effectivement par des chevaux ailés. 5 fois il apparaît dans le char. À la fin, c'est lui, ici, qui préside au banquet de victoire. C'est mal conservé, mais enfin, on voit que le trône est porté par des créatures ailées. Ici, elles ont plutôt été dessinées comme des griffons. Moi, je crois que c'est à nouveau des chevaux. Alors, ce roi, il est en armure. Oui, ça se voit quand même un peu ici. Il assiste au combat, mais il n'y participe pas. Par ailleurs, donc, il se promène dans un char qui a des chevaux ailés. Alors, ça rappelle, il y a 2 rois d'Iran qui ont essayé de monter au ciel dans un char avec des chevaux ailés. L'un d'eux, c'est Alexandre. Et l'autre, c'est Khaous, le roi qu'on a vu dans à Penjikent, dans l'épisode qui précède les exploits de Rostam. Donc, c'est le roi qui règne au moment des guerres du Mazanderan. Par ailleurs, c'est assez cohérent parce que dans le Shahnameh, Khaous assiste au combat, les commande plus ou moins, mais il délègue beaucoup. Il ne se bat pas lui-même. Voilà. C'est pas vraiment un roi chevalier. Alors, le Khaous, donc, qui est monté au ciel. Alors ça nous est indiqué à peu près dans toute la tradition iranienne. Dès l'Avesta, en fait, il est allé prier les dieux en montant sur une montagne. Bon. Alors, ensuite, ça devient plus précis. Dans le livre du Denkart, un livre Pélévi, compilé au IXe siècle, mais qui recueille des traditions d'époque sassanide, Khaous, qui est un personnage ambigu, hein, c'est un roi qui a une certaine allure, mais il se laisse beaucoup influencer. Voilà. Il lui manque une case, en fait. Non. Dans le Denkart, il se laisse persuader par le démon de la colère de monter au ciel. Alors, il fait l'ascension du mont Elborz, aujourd'hui au sud de la Caspienne, en compagnie de démons. Oui, Khaous, il aime bien s'entourer de démons. Alors, certains sont vraiment des démons qu'il a à son service. Et puis, dans d'autres cas, il est trompé par des démons qui ont pris une apparence humaine. Alors, on a vu, c'était le cas avec notre gentil petit harpiste. Voilà, ici, la gentille ménestrelle, qui, oh là là, je suis sorti du mode... Sarah, est-ce que tu peux me remettre sur le mode plein écran ? Oui. Voilà, il est là et il s'est fait baratiner par la ménestrelle qui lui a dit venez conquérir mon pays, c'est plein de richesses, pour chasser c'est formidable, c'est plein de jolies filles, etc. Et donc du coup il y va et ils se font battre au premier combat. Donc dans le Denkart, il fait l'ascension du mont Elborz avec des démons, son armée est précipitée en bas, et lui, il arrive à s'échapper parce que le dieu Narsé, qui est le messager des dieux, vient
vole à son secours. Et par ailleurs, il est sauvé aussi par la fravachie de son petit-fils qui n'est pas encore né. Alors, la fravachie, c'est l'âme précréée. Voilà, on a tous au ciel une fravachie qui a été créée dès le début de la création du genre humain. Et cette fravachie, elle a choisi pour nous, dès le début, si on allait être du côté du bien ou du côté du mal. En fait, c'est la prédestination. Voilà. Et donc chacun a sa fravachie qu'il va retrouver quand il montera au ciel. Alors il se trouve que Kavous, qui à la fin quand même s'est couvert d'opprobre, va être, disons, son honneur va être rétabli par un petit-fils qui s'appelle Roslo, qui lui va être très glorieux, qu'on a vu dans un des cycles de Penjikent. Et dans le récit, la fravachie de ce petit-fils qui n'est pas encore né vient le sauver. Bien. Alors, ça se développe après dans le Shahnameh et les autres versions arabo-persanes. Il utilise là un char volant, hein, l'expression est utilisée. Ici, ce n'est pas vraiment un char, mais c'est des machines assez compliquées. En fait, ici, le char, c'est une plateforme qui monte au ciel parce que il est poussé en haut par des aigles, et les aigles volent vers le haut parce qu'on a suspendu des gigots. Donc les aigles, pour attraper les gigots, battent des ailes, et ça monte au ciel. Bon. Ça vient de cette jolie petite invention, vient en fait du roman d'Alexandre. Bon. Donc, de toute façon, il y a une association entre Kavous, un char ailé ou muni d'un système qui permet de monter, l'ascension au ciel. Alors, ce qu'on voit aussi, donc là, vous voyez aussi que il est donc aidé par des démons pour monter au ciel. Vous avez un démon ici, vous voyez, il est là, il est très mignon. Vous avez, c'est vraiment Quasimodo, lui. Il est sous la roue, il pousse la roue. Et lui, il est là, alors lui aussi, il fait très tibétain avec son crâne ici, il a une espèce de longue mâchoire très très allongée, c'est comme les masques d'Halloween. Hein. Il a exactement la même tête. Et il lui fait un geste d'hommage. Donc ça correspond bien à ce qu'on a, pas dans le Shahnameh, mais en tout cas dans le Denkart, le roi se fait aider par des démons pour monter au ciel. Bien. C'est vraiment assez précis. Alors voilà, là ce serait le sauvetage après l'expédition désastreuse aussi, en haut de la montagne. Un personnage féminin semble voler au secours du roi. Alors, selon moi, c'est la fravachie de son petit-fils Roslo. Vous me direz, bah oui, mais elle est féminine. C'est pas important, les fravachis sont féminines, même pour des hommes. Donc ça pourrait être ça, et voilà un parallèle assez joli, c'est qu'à Penjikent, on a ici une scène de bataille, et vous voyez dans le ciel, les détails sont un peu brouillés, mais on voit un pied là, on voit des robes, ce sont des femmes qui volent au ciel. Donc ce sont certainement les fravachis. Et il est dit dans l'Avesta que l'une des fonctions des fravachis, elles ont de très nombreuses fonctions, notamment faire tomber la pluie, l'une des fonctions des fravachis, c'est de protéger dans les batailles leurs descendants. C'est exactement ce qu'on a ici. Et donc, c'est le motif qu'on aurait là. Alors, les épisodes les plus reconnaissables sont au registre inférieur. Là, on a vraiment... je mets en parallèle, donc sur la même image,
ce qu'on a sur la peinture et le passage du Shahnameh qui correspond. Alors pour les passages du Shahnameh, je suis allé au plus facile, c'est-à-dire que j'ai pris la traduction française assez récente de Pierre Lecoq, qui a le mérite d'être absolument intégrale. Bon, elle est pas complètement littérale parce que il a choisi pour que ce soit moins ennuyeux de traduire dans une prose rimée, enfin non, une prose assonancée. Donc parfois, il faut quand même aller voir le texte, mais c'est quand même un instrument de travail absolument extraordinaire, parce qu'il y a tout le Shahnameh, du premier vers au dernier. Et je peux vous dire que le Shahnameh, c'est gros. Même s'il y a des Iraniens cultivés encore aujourd'hui, ou d'ailleurs des gens simples, qui le connaissent par cœur. Alors, la guerre, donc voilà, ça c'est la deuxième guerre du Mazendéran, donc à laquelle Qaboos participe, contrairement à la première guerre où il a été fait prisonnier depuis le début. Alors, dans certains cas, bon, c'est des scènes qui sont récurrentes dans les récits guerriers iraniens, des combats à cheval, mais pas très spécifiques. Mais dans certains cas, il y a vraiment des détails qui sont uniques à cette guerre. Alors ici, la guerre se déroule dans un pays montagneux. Hein, et c'est le pays de démons qui s'appellent les Gorg-Saron, les têtes de loup. Et alors voilà ce qui est dit dans le texte. Le pays des Gorg-Saron, féroce guerrier combattant à l'épée, le roi du Mazendéran y tenait sa cour entouré de ses chefs belliqueux. Alors vous voyez ici, voilà, ici c'est un agrandissement de ce détail, un roi, hein, un prince, je ne sais pas, et ils ont des crocs. C'est les Gorg-Saron, les têtes de loup. Et effectivement, ça se passe dans un pays montagneux parce que cet épisode se déroule autour d'une forteresse. Voilà, c'est le décor ici architectural typique des forteresses sogdiennes. Une forteresse qui est assise sur des rochers. Vous voyez ? Donc c'est dans un pays de montagne. Alors, ça continue. La bataille fit rage pendant une semaine. Le 8e jour, le roi Qaboos ôta la couronne de sa tête et se tint devant Dieu en pleurant. Alors, Qaboos le voilà, dans son char, et il fait un geste de la main qui est un geste de supplication, et il se tourne vers une déesse sur un lion. C'est la grande déesse sogdienne Nana. La déesse qui a un peu toutes les fonctions, qui est une déesse de l'abondance, mais qui est aussi la protectrice du pays, la protectrice de la royauté. Alors, là, le chemin le plus court d'un point à un autre étant la ligne droite, je vais donc vous proposer que dans le texte pré-islamique qui correspondait à cet état du récit, c'était Qaboos suppliait le dieu suprême Ormazd, mais peut-être aussi Nana, Anaïta, puisqu'en Iran, ce qui correspond à Nana, c'est la déesse Anaïta, protectrice de la royauté. Et ce qui correspondrait très bien à ce qu'on a ici. Voilà, il supplie Nana. Et quand on a islamisé, quand Ferdowsi a islamisé le texte, il ne pouvait pas évidemment écrire Ormazd, ni écrire Anaïta, ni écrire Nana, il a écrit Dieu. Ça, c'est absolument général dans le Shahnameh. On voit très bien qu'il y a des références polythéistes à l'arrière-plan du texte, et tout ça est devenu Dieu. Il y a un dieu zoroastrien qui a gardé son nom dans le Shahnameh, c'est Srosh, le dieu de la prière, qui est un dieu extrêmement important. Alors lui, il a gardé son nom dans Ferdowsi, mais c'est devenu un ange, un Fereshté. Donc on a évidemment cette scène ici. La bataille tourne mal. Vous voyez, regardez,
le roi est suivi, sa troupe est en déroute. Il y en a un qui est mort, et celui-là, il a des flèches plantées dans son casque. Donc, la troupe est en déroute, et il va donc supplier la divinité de rétablir la situation. Alors, il y a un autre dieu qui apparaît dans cette scène de bataille. Ici, c'est... ici, oui. On ne le voit pas bien, on va le revoir tout à l'heure, il a 3 têtes. C'est Weshparkar, un dieu qu'on a déjà vu, qui est un mélange du dieu iranien Vayu et de Shiva. Bon. Il lui aussi participe à la... on ne le supplie pas, mais il participe à la bataille, il lance des flèches sur les ennemis. Alors, évidemment, il ne pouvait pas rester dans le récit de Ferdowsi. Il a été escamoté. Après la reddition du château, donc le château qu'on a vu ici, en fait probablement c'est les pourparlers pour la reddition, il y a un personnage qui sort. Après la reddition du château, on a là une scène où 3 personnages, dont un roi, il a une couronne, vous voyez, font serment à un autre personnage, en posant leurs mains sur sa paume. Et voilà le texte de Ferdowsi. J'ai demandé à Havlod d'être pour moi un guide loyal, ce qu'il a été. Alors, Havlod, vous le reconnaissez, c'est celui que dans la Première Guerre, Rostam avait capturé au lasso. Donc, un guerrier qui est dans le camp du Mazenderan. Et il l'a pris dans sa troupe, puisqu'on voit dans la suite du cycle de Rostam à Penjiken qu'il est en fait devenu un compagnon de Rostam. Et voilà, donc voilà, c'est la suite. Je l'ai encouragé à espérer obtenir le Mazenderan comme prix de sa loyauté. À présent, il nous faut un pacte avec le sceau authentique, de sorte que tous les grands du Mazenderan lui prêtent allégeance tant qu'il vivra. C'est exactement ce qu'on a ici, littéralement. Bon. Or, là, je vous signale quand même qu'au plus tard, on a une peinture d'à peu près 800 et que le texte de Ferdowsi, c'est autour de 1000. Et le texte, il est déjà là. Alors ensuite, Kavus ordonna que ceux des démons qui restaient insoumis soient décapités, leurs corps répandus sur la route. Voilà. Ils sont là. Et après... vous voyez, c'est déjà le début du banquet de victoire. Le roi fit venir du vin, des coupes avec des rubis, durant 1 semaine avec ses compagnons, coupe en main. Ici, vous avez des musiciens. Et alors, détail assez... Voilà, les ennemis par terre. Et détail intéressant, les gens avec qui il fait la fête, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sont 6. Il a 6 compagnons. Et ça, c'est un chiffre récurrent dans l'histoire iranienne. Le roi a souvent 6 compagnons. C'est Darius. Quand Darius est proclamé roi successeur de Cambyse, en fait, ils sont 7, dont Darius, et ils vont décider entre eux, et c'est celui dont le cheval hennira le premier à l'aube qui sera proclamé roi, c'est Darius. Et puis plus tard, les rois parthes, on dit, et les rois sassanides, étaient entourés des représentants de 6 grandes familles. C'est le même schéma, et ici, on a ce schéma qui apparaît, les 6 compagnons du roi. Alors, objection, votre honneur, il en manque un, c'est Rostam. Dans le récit de cette guerre donnée par le Shahnameh, Rostam n'éclipse pas Kavus, contrairement à ce qui se passe à la Première Guerre, mais il est quand même présent, il est le champion principal. Alors Rostam, normalement, on le reconnaît à un signe immanquable, c'est qu'il a un cafetan en peau de panthère. On l'a vu à Penjiken. Ici, on ne le voit pas.
Alors, à mon avis, il est quand même là, mais simplement j'ai vérifié les endroits où on aurait pu voir son costume et c'est détruit. C'est-à-dire que ce sont voilà, c'est les aléas de la conservation qui font qu'il est difficile de reconnaître. Mais il me paraît clair qu'ici, par exemple, le premier à côté du roi, ça devait être lui. Bien. Et il y a un endroit où on a de bonnes raisons quand même de le reconnaître. Ici, et là, ici, et ici, oui, c'est ça. Cette scène qui a lieu avant l'épisode près du château, où un champion. Alors ici, vous avez les démons du Mazenderan, les Golgsaran, les têtes de loup, et un champion qui culbute un du camp opposé. Et il se trouve que le champion en question, c'est lui. Comparé avec des images de Rostam à Penjikent, il a la même coiffure un petit peu bizarre. D'abord, il n'a pas de casque. C'est le seul qui n'a pas de casque. À Penjikent, comme ici. C'est une façon de montrer qu'il a une force surhumaine, une bravoure surhumaine. Il n'a pas besoin de casque. Bon, ça ne l'empêche pas de s'en prendre quand même bien dans la figure. Hein. Ça, c'est 2 coups d'épée. Personne ne survivrait à ces blessures. Mais lui, oui, parce que c'est un surhomme. Hein. Et vous voyez, sa coiffure, on voit les mêmes détails qu'à Penjikent, où là, on est sûr que c'est lui, et des boucles à l'arrière, une espèce de bonnet souple et une espèce de chignon à l'avant. Voilà, c'est exactement comme ça qu'il est représenté à Penjikent. Et détail qui montre que, très vraisemblablement, c'est lui, à Charistan, dans cette scène, il a un cheval rouge. Or, je vous l'ai dit, Rostam, son cheval est rouge. C'est Raksh, qui veut dire le flamboyant, le rouge. Donc, je le reconnais dans cet épisode où il est dit, il raconte ce qu'il a fait dans la bataille. Je lâchais les rênes au brave Raksh et poussais une lance qui frappa le roi à la taille. C'est ce qu'on voit ici. Voilà. Donc, à mon avis, Rostam, il est là. Alors, question qu'on peut se poser quand même à propos de ce cycle de peinture. Pourquoi est-ce qu'on a mis en avant Keikawus, qui, comme je vous l'ai dit, n'est quand même pas le plus glorieux des rois iraniens anciens. On l'a vu aussi donc à Penjikent, au début, dans la scène qui ouvre les exploits de Rostam. Mais alors là, il est pas tout à fait à son avantage, puisqu'il est en train de se faire embobiner par la ménestrelle et d'engager une guerre catastrophique. Ici, il apparaît, bon, même s'il n'est pas présent dans le combat, il apparaît quand même comme le vainqueur. Hein. Il célèbre le banquet final, et puis il va supplier, c'est lui qui fait la prière à la déesse qui va faire tourner le sort. Alors, je m'étais appuyé sur l'idée que donc, le dernier souverain indépendant d'Oustrouchana s'appelait Kavus. Bon, voilà, donc au moins le nom était dans la famille. Bon, voilà. Et pourquoi est-ce qu'on aurait tellement, Kavus aurait eu une telle popularité? Je pense quand même à une raison possible. C'est que dans le Shahnameh, c'est le seul des rois de cette dynastie, les Kayanides, qui a combattu les Arabes. Pas de manière très glorieuse, ça ne se passe pas très bien, mais il a combattu les Arabes. Et pour des princes qui résistaient à la conquête arabe vers 750 ou vers 800, ça pouvait être un message.
de le représenter. Par ailleurs, il est considéré comme l'un des fondateurs légendaires de Samarcande. Donc, ça pourrait, voilà, ce sont des hypothèses, mais enfin, ça pourrait expliquer. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que j'appelle ça en fait c'est la dernière ronde des dieux sogdiens. Voilà. On a vu Mitra hein, en majesté dans le mur principal de la pièce. Nana, représentée de manière très canonique, hein, comme elle est toujours en sogdiane, elle tient le soleil, la lune, et elle est sur un lion. Et Weshparkar. Et là, Weshparkar, il est quand même un peu en fin de course. Parce que normalement, il est comme Shiva, il a 3 têtes, une tête masculine, une tête féminine, une tête démoniaque. Ici, il a 3 têtes aussi. Mais les 2 têtes latérales, vous voyez, c'est plus que des résidus. Elles sont petites. On a l'impression que on est il va bientôt disparaître, quoi. Je dirais enfin ça, c'est une des raisons qui me font penser à une date quand même assez tardive. Donc, les dieux iraniens qui, depuis l'époque Kushane, avaient dominé la scène religieuse et l'art en bactriane et en sogdiane, sont en train de partir. Et ils laissent place aux souverains mythologiques qui vont être l'avenir de la construction identitaire de l'Iran. Et curieux, alors ce phénomène d'effacement des dieux au 8e siècle, on a pu l'observer aussi en Iran même, dans un milieu zoroastrien post-sassanide, grâce à des documents d'archives qui sont récemment apparus. Il y a un très intéressant article de Philippe Gignoux qui s'appelle « Quand les dieux iraniens s'en vont ». Et il a montré que dans l'onomastique les noms de personnes qu'on suit dans ces documents, les noms formés sur d'anciens noms de dieux disparaissent. Il reste, je crois qu'il reste peut-être Ahura Mazda, c'est tout. Alors que c'était un mode de formation des noms extrêmement fréquents à l'époque préislamique. Là, les dieux au 8e siècle, c'est pas forcément la conversion à l'islam, c'est le dépérissement de l'ancienne religion. Voilà. En tout cas, dans ses aspects les plus polythéistes. Alors, je vais conclure provisoirement sur ces images du livre du Shahnameh en sogdiane. Quand, au début, on s'est aperçu qu'il y avait des épisodes du Shahnameh, quand on a trouvé la peinture de Rostam à Penjikent. Voilà. Alors, quand on n'avait que ça, on était surtout sensible à l'originalité, c'est-à-dire aux différences avec le Shahnameh. On voyait que on avait cette peinture, on avait le fragment sogdien décrivant le combat contre les démons dont j'ai parlé au début. Quand on comparait au texte de Firdoussi, on voyait quand même des différences vraiment importantes. Maintenant qu'on a le début de cette histoire, qu'on a donc le deuxième cycle que nous avons étudié, donc la guerre qui suit le martyre du héros Bijan, maintenant qu'on a la deuxième guerre du Mazanderan à Sharestan, le pendule repart quand même du côté du Shahnameh. Là, on s'aperçoit quand même qu'on tombe dans des analogies parfois très littérales, puisque ce que j'ai essayé d'exprimer en mettant le texte en regard des images. Donc là, on se dit que ce qui circulait en sogdiane au 8e siècle était déjà assez proche
des traditions qui vont être recueillies 2 siècles plus tard. Alors, curieusement, tout de même, cette mode d'orner les maisons particulières avec des sujets épiques iraniens, elle est quand même très localisée et très datée. C'est vraiment la Sogdiane, sur 2 sites, Penjikent et Shahristán, et c'est au 8e siècle. Alors, bon, à Boukhara, c'est peut-être le hasard, mais on n'a rien observé de semblable. À Samarcande, il y avait certainement des peintures comme ça, simplement on ne les a pas. C'est la grande peinture de l'audience royale, on n'a pas ce type de sujet. C'est vraiment un phénomène très sogdien. Alors en Bactriane, pour la même époque, on a quand même fouillé quelques beaux manoirs avec des peintures très, très intéressantes, mais on n'a pas de récit légendaire. Ces peintures montrent des scènes de la vie aristocratique contemporaine, des chasses, des banquets. Et puis, par ailleurs, il faut quand même remarquer que le répertoire extrêmement riche de l'argenterie que nous avons étudié les années précédentes montre une absence totale de ces sujets légendaires iraniens. Ce qu'on a, c'est du répertoire gréco-romain. Donc là, voilà, ça pose quand même un problème. Alors, bon, la mode de mettre en peinture le Shahnameh, elle a quand même peut-être commencé un peu encore plus tôt en Sogdiane, puisque on a ici une peinture du portique du temple 1 de Penjikent, donc le plus zoroastrien des 2 temples de Penjikent, peinture qu'on attribue au VIe siècle. Alors, il faudra que j'en reparle avec Pavel Lourier, peut-être qu'on est amené à modifier la date, mais enfin, c'est la date indiquée dans les publications. Et cette peinture, on a tout de suite reconnu ce que c'était, parce que ce personnage, il est donc royal, et vous voyez, il a un serpent qui lui sort de l'épaule. Or, il y a un roi démoniaque en Iran qui a 2 serpents qui lui sortent des épaules, c'est Zahok. Au départ, dans l'Avesta, Zahok a 3 têtes. Et puis, elles ont été remplacées par des serpents. Alors, ces serpents sont nourris de cervelles humaines, il y a toutes sortes de détails ragoûtants. On a ici Zahok sur son trône, et sur une autre scène juste à côté, très très mal conservée, mais on voit à peu près ce que ça représente, il est par terre. Alors, il y a un épisode dans le Shahnameh où Zahok tombe de son trône. C'est qu'il a fait un rêve, et il fait venir un mage pour lui interpréter le rêve, et le mage lui dit mon vieux, t'es mal parti parce que ton rêve, ça montre que tu vas perdre ton trône. Et du coup, il s'évanouit. Et c'est ce motif qu'on a ici. Donc là, c'est quand même, on est au VIe siècle. Hein. Alors, Benenitsky et Marchak, quand ils ont découvert cette peinture, en 1973, c'est pas hier, ils écrivaient des lignes absolument prémonitoires, très confirmées par tout ce qui est venu après. On doit admettre que la légende de Zahok était connue des Sogdiens au VIe siècle et qu'elle avait trouvé son chemin dans leur histoire sainte, ce qui permettait de placer le sujet dans le portique du temple. Le portique du temple n'est pas encore de maison particulière pour cette époque. Alors, toujours la même question lancinante. D'accord, le Shahnameh était là, hein, les peintres l'illustraient, mais sous quelle forme était-il disponible ? Alors, sur la base du cycle de Rostam, Marchak a pensé, de manière assez vraisemblable, qu'on devine à l'arrière comme modèle des rouleaux peints. Parce qu'on voit très bien, il y a des transpositions parfois un peu difficiles. Vous voyez la capture d'Avlod. Avlod est ici et Rostam lance son lasso. Visiblement, le peintre a été gêné par rapport au modèle qu'il avait. Il a dû caser cet épisode, il manquait de place. Il a donc dû disloquer cet épisode des 2 côtés de l'angle de la pièce. Ce que normalement, il n'aurait pas fait s'il avait été davantage libre de son inspiration.
On voit qu'ici, un modèle, sans doute un rouleau, a été copié. J'avais moi-même réfléchi sur cette idée dans un article paru en 2015, dont je révise aujourd'hui certaines des interprétations que j'y avais proposées pour le cycle de Rostam à Penjikent. Alors, il faut évidemment considérer des moyens, des modèles iconographiques avec ces rouleaux. Il y avait certainement aussi des textes, mais sous quelle forme? Est-ce que c'était vraiment rédigé comme le fragment qu'on a? On peut penser à ce qu'on appelle des prompts, c'est-à-dire des instructions assez sommaires qui permettent l'improvisation. Hein. Dans certains cas, c'est sûr que c'était rythmé, sans doute accompagné de musique, et on sait très bien que des récits qui sont chantonnés ou chantés, accompagnés de musique, se transmettent beaucoup mieux, parce que c'est un support, c'est un aide pour la mémoire, le rythme est un aide pour la mémoire. Et on sait que le fragment sogdien qui nous est parvenu, en tout cas, on sait qu'il était rythmé. Dernière question d'identité. De quel côté, dans ces combats entre peuples divers, de quel côté les Sogdiens se mettaient-ils? On aurait pu penser, quand c'est des guerres la guerre contre le Mazendéran, ils ne peuvent pas être du côté du Mazendéran, puisque c'est un pays de sorciers. Les guerres entre Iraniens et Touraniens, qu'on a dans donc le cycle ce que j'ai appelé les seigneurs des anneaux contre les seigneurs des dragons. Voilà, ici, seigneur des anneaux, seigneur des dragons. Là, on aurait pu se dire qu'ils il se serait mis plutôt du côté des seigneurs des dragons, c'est-à-dire les gens du Touran, c'est-à-dire géographiquement l'Asie centrale. Ils y étaient. Non, ils se mettent du côté, visiblement la sympathie, c'est du côté de l'Iran. Et en fait, il va y avoir une identification des dynasties d'Asie centrale avec les anciens Touraniens de la légende du Livre des Rois, mais à l'époque, plus tardivement, à partir du XIe siècle, les premières dynasties turques musulmanes. Alors là, oui, ils vont dire non, nous sommes les descendants des Touraniens. Alors en plus, il y a eu un jeu de mots sur Touran, turc, Tour, déjà, et ils vont ces dynasties, c'est avéré pour les Seldjoukides, les Karakhanides, considéraient qu'ils étaient les descendants d'Afrasiab, le grand roi des Touraniens, qu'on a aperçu donc au début de l'un des cycles. Mais c'est apparu à ce moment-là, et c'est à ce moment-là qu'en Asie centrale s'est cristallisé un sentiment d'identité anti-iranienne. C'est-à-dire qu'ils avaient le Livre des Rois et ils se sont dit, puisque ils étaient en conflit avec des dynasties très iranisées, les Ghaznévides, ils se sont dit, puisque les Iraniens détestent tant les Touraniens, c'est que les Touraniens doivent être des gens très bien. Et donc, il s'est produit à ce moment-là un phénomène d'identification. Mais on voit que ce phénomène n'existe pas du tout à l'époque pré-islamique et que l'identité, c'est avec l'Iran. Voilà. Bien, j'en ai fini pour aujourd'hui. Il y aura quelques autres récits épiques, mais difficiles à interpréter. On n'a pas vraiment les identifications. Que nous examinerons, et après on va commencer donc à passer au répertoire des contes. Alors je vous dis à la semaine prochaine.